Bonjour Alexandre, Bonjour, bonjour, merci de m'avoir reçu dans ton studio. avec plaisir. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alexandre Duventru, je suis le fondateur du groupe Cassonade, Kasonad, et je suis percussionniste. Je joue des congas, je joue des tambours je joue aussi du tambour belay. Avec toute cette richesse culturelle, j'essaye de faire en sorte que ça nourrisse ma musique. Depuis quand as-tu commencé la musique? Ouh, ça remonte à tellement loin. Je crois que j'avais 12 ans, à la Martinique, au Lorrain, quand j'ai décidé de monter mon premier groupe avec les copains. Donc, il s'est d'abord appelé les Tchèques. On a fait notre premier spectacle pour la fête des mères à la mairie du Lorrain. Et après, on a commencé à jouer partout dans l'île. Là, on nous proposait des contrats et faire surtout des concours qui se faisaient à l'époque, des concours de compas. Et avec ce groupe-là, on raflait quasiment tous les prix, quoi. Voilà. Nous étions une bonne quinzaine dans le groupe. C'est toi qui avais monté ce groupe? C'est moi qui avais monté ce groupe, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené vers la musique avant ces 12 ans? Qu'est-ce qui t'a amené Alors, ce qui m'a amené à la musique, c'est... je crois que j'ai toujours aimé la musique. On faisait des concours de chant avec ma sœur, on faisait des concours de chant, on organisait nos concours de chant, on essayait de composer déjà tout petit, parce que forcément, on cherchait à s'occuper, quoi. On cherchait à s'occuper, il n'y avait pas grand-chose à faire à l'époque. Et un jour, j'ai un oncle qui a ramené un tambour belay dans une fête familiale. Je me suis assis sur ce dit tambour et j'ai commencé à faire danser toute l'assistance. Et depuis ça, ça ne m'a jamais lâché, quoi. Voilà. C'est une passion? Oh, c'est plus qu'une passion, c'est mon sang, c'est ma vie, c'est tout mon être, hein, qui est en mouvement quand je joue de ces instruments-là. C'est une connexion, en fait. Justement, qu'est-ce que tu ressens quand tu t'apprêtes à jouer et pendant que tu joues? Eh ben, ça dépend de l'environnement, mais j'essaie de rester toujours le même. Avoir ce ressenti exacerbé par rapport à ceux avec qui je joue, les rythmiques, les sons, les différentes approches qu'ils ont de tel ou tel rythme. Pour un peu, c'est comme un peintre, il faut qu'on colore les rythmes, quoi. Il faut qu'on colore la musique, il faut qu'on lui donne de la vie, quoi. Ça peut pas rester, ça peut pas rester linéaire. Si c'est linéaire, c'est pas bon. Ça n'intéresse personne, quoi. Il faut que les gens bougent, il faut que moi, ça me fasse bouger, que ça me donne envie de danser déjà. Et ça me réveille toute mon énergie. En fait, on se transforme, quoi. C'est Ton premier groupe, il s'appelait comment? les Tchèques. Et après, t'as eu combien de groupes jusqu'à maintenant? Après, je suis parti avec tous les gars. On est allé à Trinité. On a scindé deux groupes, les Tchèques et la Typica, avec Ronald Rubinal. Et d'autres, et les autres musiciens, Yves, enfin bref. Et après, ici, j'ai accompagné, à la Martinique aussi, j'ai accompagné un grand monsieur qui s'appelle Eugène Monard. J'étais aussi premier tambour du Grand Ballet de la Martinique. Ça a évolué comme ça. Et après, je suis parti à l'armée. Donc ça s'est cassé. Et arrivé ici à Toulouse, j'ai rencontré une bande de copains musiciens. Et qui avait monté le groupe Matouba, Franck Souriant. Donc, je faisais partie du groupe, je chantais et je percussais. Donc, et on a eu la chance d'accompagner Monsieur Pierre Vassiliou avec ce groupe-là, Matouba. Et aussi, on a eu la chance d'avoir fait les deux dernières croisières du France quand il est venu avant d'être démantelé en Inde, quoi. Les deux croisières gastronomiques. Voilà. Pour la musique, as-tu voyagé dans différentes villes, pays? Si oui, quelle ville ou pays t'ont le plus marqué?
Alors, sans détour, le Brésil. Et pourquoi? Parce que le Brésil est exactement comme la Martinique était avant, c'est-à-dire il y a de la musique partout, quoi. Différents rythmes, différents sons. Là où les gens appellent le boui maintenant, il y a de la musique partout dans les rues, à n'importe quelle heure. Le soir, il y a toujours un spectacle. J'étais à Salvador de Bahia. J'étais parti pour 3 semaines, je crois que je suis resté un mois et demi. Je n'arrivais pas à repartir, quoi. Et après, j'ai eu la chance de faire des échanges au Sénégal. Au Sénégal avec Jean-Pierre Bourgard, un groupe qui s'appelait La Polka, c'est un groupe que de tambour, K, bien sûr, le tambour guadeloupéen. Donc on est parti pendant 15 jours au Sénégal avec eux, et on est aussi parti à, comment ça s'appelle, en Tunisie, avec la même équipe. Et j'avais monté avec mon copain Arnaud Dolmen un groupe qu'on avait appelé Trempage, avec lequel nous sommes partis au Maroc. On a joué pendant 3 semaines à une bodega dans la ville de Casablanca, voilà. Donc toutes ces équipes, toutes ces musiques, toutes ces influences des pays ont fait que on n'a pas la même ouverture d'esprit, on ne reste pas à penser culturellement correct de mon pays, on pense culturellement correct pour partager avec le plus grand nombre, tout en restant correct dans la culture. C'est-à-dire être le plus proche de la vérité et de composer avec un système de son qui interpelle les gens et qui leur donne envie d'écouter ce style musical, quoi. Pas, et qui ne pense pas que la musique antillaise s'arrête à Francky Vincent ou je sais pas, moi, la compagnie créole ou, il y a Kassav, là, le respect parce que c'est le seul groupe français qui a fait autant de tours du monde. Et voilà, quoi. Mais est-ce qu'il y a une ville en France ou dans le monde qui t'a marqué le plus, spécifiquement par rapport à la musique? En France, non. Au Brésil, Salvador de Bahia. Parce que j'ai passé mon temps à faire de la musique là-bas. Quelle sensation tu avais quand tu y étais? Il y a peut-être quelque chose de nouveau que tu voyais pas ailleurs, que tu sentais pas ailleurs. Ah, mais je touchais pas terre, quoi. Il y avait trop de choses à voir, il y avait trop d'énergie, il y avait une sécurité dans l'insécurité, il y avait une chaleur il y avait tout. Il y avait de la vie, quoi. Il y avait ce mélange de population qui respectueuse. J'ai eu la chance de côtoyer les musiciens de Carlinhos Brown et ainsi que ceux d'Olodum. Et là, je peux pas dire quoi. J'ai passé des moments mais tellement merveilleux que ça m'a marqué pour la fin de mes jours, quoi. Par rapport à ce que tu as pu voir de la musique depuis ton commencement en musique en tant que musicien, qu'as-tu pu voir comme évolution de la musique et as-tu vu des évolutions au niveau de la rythmique? Alors, je crois qu'en France, la musique commence à évoluer dans la mesure où les musiciens commencent à s'intéresser à d'autres rythmiques. Ils restent pas dans le style des années 70 ou 80, heureusement. Et on trouve beaucoup plus de styles musicaux qui remontent à la surface. Cependant, ce qui n'a pas changé, c'est que il y a un certain nombre de gens qui veulent garder la même mise là-dessus et qui ne lâchent pas les brides et j'ai l'impression que ça freine beaucoup, quoi. Ça freine pas ceux qui sont en haut, mais en fait, la pyramide est inversée. Il y a beaucoup de petits qui essaient de monter
Mais voilà quoi, les places sont chères et puis faire de la musique maintenant, c'est pas comme avant où on se faisait repérer. Maintenant, il faut savoir jongler avec le web, il faut savoir connaître toutes les les pratiques. Il faut savoir comment se vendre sur la toile, quoi, sur les réseaux. Et ça, je crois que je pourrais le faire, mais comme je ne suis pas parti dès le début dans la mouvance, j'ai pas ce réflexe qu'ont mes potes plus jeunes qui mettent directement, je sais pas, ils sont en train on est en train de discuter après une répétition, clac, ils se filment, ils mettent directement, j'ai pas ce réflexe-là, quoi. C'est pour ça que les gens, des fois, ils me disent, ah bon, tu es encore musicien? Oui, je suis encore musicien, mais j'ai pas le réflexe de la toile. Voilà. Par quel instrument as-tu commencé de jouer? Alors, euh, quand j'étais gosse, à la Martinique, on n'avait pas d'instrument. En fait, on jouait sur les espèces de boîtes en plastique qu'on utilise maintenant sur les bateaux avec les gros couvercles rouges là, bien hermétiques. Ces boîtes, on les recevait avec de la viande salée, du poisson salé qui venait de France. Donc mes parents avaient une épicerie, j'avais la chance de pouvoir en piquer quelques-unes de temps en temps. Et un jour, mon père a acheté un disque de Broca, le disque de T-Céleste, et ça m'a subjugué. Ça m'a vraiment subjugué. Et de fil en aiguille, j'ai regardé cet instrument que je ne connaissais pas bien sûr, puisque on était gosses, hein. Donc j'ai piqué des barriques dans lesquelles mon père mettait du maïs, des graines pour les poulets. J'en ai piqué 2. Et j'ai monté mon premier tambour. C'était un K. Après, j'en ai vendu quelques-uns pour des copains au Lorrain. Et j'ai appris à jouer tout seul. Je me suis lâché. Je crois que ce que tu disais tout à l'heure, jouer d'un instrument, il faut d'abord le jouer avec l'oreille. C'est exactement ça. Je crois que ma technique vient du fait que tout ce que je fais, je le chante. Voilà. Donc, j'aurais aimé écrire la musique. Malheureusement, je la comprends, mais je ne l'écris pas, ce qui me ferait gagner beaucoup de temps quand je répète ou voilà. Mais ça ne m'empêche pas de me frotter à d'autres personnes, des bons batteurs, des bons bassistes, etc., etc., quoi. Parce que, en fait, il y a la mémoire rythmique et puis, il y a la mémoire structurelle des morceaux et puis il y a le groove, quoi. Une fois qu'on est bien dedans, on lâche pas l'affaire et à bomber, quoi. Voilà. Donc, j'ai commencé, j'avais quel âge? Je sais pas. C'est le père d'un copain qui me faisait des cercles. Avec un vieux marteau, je les façonnais sur un morceau d'IPN que j'avais trouvé au bord de la mer. Et Monsieur Saint-Yves, paix à son âme, il a toujours été gentil avec moi. Il me soudait les différents éléments qui permettent de serrer ceux-là, là, qui permettent de serrer, de faire la tension de la peau pour faire le zoban, etc. Et donc j'ai commencé comme ça, et j'avais des copains de Fort-de-France on mettait le white dans le quartier, quoi. Et quand ma mère entendait que les 3 petits salopards étaient en train de s'amuser, jouer, soi-disant faire du bruit dans le quartier, elle montait avec un bâton pour me chasser, pour nous chasser. Et j'en ai reçu plein de coups de bâton. Mais je n'ai pas arrêté pour autant. Parce que forcément, je jouais de l'instrument du diable. Une bonne famille ne doit pas avoir un gosse qui joue de l'instrument du diable. Donc c'était une façon de nous enlever notre âme africaine au nom d'une certaine émancipation. Enfin, une émancipation dite coloniale qui était bien active grâce à certains prêtres que j'ai pu fréquenter au Lorrain, ce que je t'ai raconté, voilà.
Mais malgré ça, j'ai toujours été attiré par cet instrument, déjà le tambour belay. Donc je regardais, on tirait les tôles à l'époque il y avait le groupe Pomme Cannelle à la Martinique qui était un groupe folklorique, de danse folklorique, du belay, mazurka, biguine. Ils faisaient beaucoup de tournées à l'étranger. Et j'allais écouter, j'allais regarder, enfin bref, je me nourrissais de tout ça, quoi. Et je crois que ce qui m'a le plus nourri, c'est le jeu. Parce que dans le jeu, il y a je. Donc qui je suis au milieu de tout ça. Et je crois que je l'ai trouvé, en fait. Et c'est pour ça que j'ai jamais lâché l'affaire. Je peux pas lâcher ça, je peux pas, j'arrive pas. C'est plus fort que moi, c'est épidermique, c'est mon sang, c'est ma respiration, c'est mes poumons, c'est mes reins, c'est mes yeux. Enfin bref, c'est ma vie, quoi. Tu as trouvé qui tu étais à travers les instruments? C'est ça. C'est ça. J'ai trouvé qui j'étais à travers les instruments et depuis tout temps, au plus loin que cela puisse, qu'on puisse remonter, j'ai toujours composé. C'est moi qui amenais les refrains, c'est moi qui amenais les textes avec le groupe qu'on avait monté au Lorrain et on s'amusait comme ça, quoi. J'avais un copain, enfin j'ai toujours un copain à la Martinique, il est pas mort, Alain Exime. Il avait l'oreille absolue et on prenait le bus, on sortait du lycée et dès que j'avais une idée, je lui chantais en dans la comment ça s'appelle dans la salle où on faisait nos cours, je sais plus comment ça s'appelle, c'est trop loin. Et lui écrivait ça à toute hâte sur un morceau de papier. Et arrivé devant chez lui, on descendait ensemble et il me faisait écouter ce qu'on avait chanté, ce que je lui avais sifflé au piano. Et on a fait beaucoup de morceaux comme ça pour les Tchèques, voilà. Jusqu'à présent, quels ont été tes instruments préférés? Est-ce que tu peux dire que tu en as des préférés déjà? Alors, il y a un instrument qui me donne les poils, c'est le violon. D'ailleurs, quand j'ai monté Cassonade, c'était avec Monsieur Brahim Dour et violoniste de talent. Et il y a un deuxième instrument qui me fait hisser les poils, dresser les poils, c'est le saxophone baryton. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de joueur de baryton. J'en connais un qui est, comment il s'appelle, Monsieur Doumergue. Et excusez-moi, je t'appelle monsieur, mais j'ai oublié, ton prénom ne vient pas directement. Et ça me met les poils, ce son couillu là, masculin. Bon, ouais, je sais pas, ça m'emporte quoi, ça me secoue comme. Bon, mais je suis déjà trop vieux pour réapprendre quoi que ce soit, quoi. J'ai essayé de me mettre au saxophone, à la fanfare du Lorrain. Mais bon, mes copains, ils étaient plus doués que moi, ils ont joué de la trompette, du saxo, du trombone, et on a pu monter le groupe comme ça, parce que chacun avait son travail, et moi, c'était le chant et l'écriture. Chacun avait son job, quoi. Et le maire du Lorrain, Monsieur Pernoc, nous avait permis d'avoir une salle, une vieille école délabrée, qu'on a réparée de briques et de broc, et c'était notre salle de répétition. Voilà, loin de toute habitation, et on s'amusait comme des fous, quoi. Il nous avait fait venir l'électricité dans cette pièce. Et j'étais allé lui demander, j'avais poussé le vice, aller lui demander de nous acheter des instruments. Genre micro, ampli, je sais pas où c'est passé ces trucs-là, mais bon. J'avais fait ce qu'il fallait. Je lui ai dit, on s'ennuie, on est toujours assis devant la mairie, on voudrait faire autre chose. Voilà mon projet. Il m'a dit, va à Fort-de-France, commande ce qu'il faut. Et moi, du haut de mes 12 ans, j'y suis allé. Voilà. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ce qui est attrait à la culture et à la musique? La musique appartient-elle à quelqu'un ou elle est à partager? Non, alors, je ne fais pas de différence entre la musique et la culture. La musique, elle est libre d'écoute, elle est libre d'appréciation. Et la culture,
c'est à nous, porteurs de messages, d'amener les gens à apprécier ce culturellement correct qui vient d'ailleurs. Quand je suis arrivé en France métropolitaine en 1984, les femmes ne dansaient pas la salsa, par exemple. Je me suis inscrit comme Monsieur Tout-le-Monde à un club de danse de rock, pour pouvoir rencontrer des gens, parce que je connaissais personne sur Toulouse, etc., etc. Et après, j'ai rencontré mon pote Pascal Moueza qui m'a remis le pied à l'étrier au niveau musical. Voilà, on a recommencé à jouer du tambour, on a recommencé à participer à des groupes avec Monsieur Edmond Crater, qui est un grand défenseur de la musique du gros cas guadeloupéen. Voilà, c'est dans la région. Et souvent, on joue ensemble d'ailleurs. Merci Anouni. Et voilà quoi. Ce qui fait que moi, je reste persuadé que si on garde le culturel pour nous, il meurt. Parce que la culture, elle est toujours en mouvement et elle est faite pour avancer et évoluer. Sans oublier la base. Voilà. On a laissé brûler beaucoup de bibliothèques. Ce que j'appelle une bibliothèque, c'est un ancien. Un ancien qui aurait pu nous apprendre, nous montrer. Et à cette époque-là, on n'osait pas aller, moi le premier, je n'osais pas aller vers ces hommes d'un certain âge parce qu'il y avait le respect. Le petit ne doit pas poser de questions aux adultes. Et ce n'est que lorsque j'ai passé mon DE que j'ai eu envie d'aller faire du collectage. Donc je suis parti à la Martinique où j'ai fait du collectage, j'ai enregistré, j'ai interviewé monsieur Deston Marie, mon grand-père, celui que je considère comme mon âme musicale, monsieur Évariste Dauvin. Je suis allé voir monsieur Rastock parce que ce sont des gens avec qui j'ai joué. À l'âge de 17 ans, j'étais à côté de ces monuments quand j'accompagnais monsieur Eugène Mouna. Et grâce à eux, j'ai pu avoir quelques bribes de ce qui leur restait à raconter. J'espère qu'il y a d'autres personnes qui ont fait le travail autrement que moi, comme Sully Kali et d'autres, hein, puisque bon, on a passé le DE à peu près à la même période. Et là, je me suis rendu compte qu'on a perdu, mais des montagnes d'informations. Si ça se trouve, tous les rythmes qu'on a, ce sont des bribes. Ça se trouve, il y en avait énormément de plus, quoi. Je dis ça pour le Belém, mais c'est peut-être pareil chez nos amis guadeloupéens, parce qu'à l'époque, il y avait rien qui était fait pour sauvegarder le culturellement fort, quoi. C'était non, tu vas à l'école, je te paye l'école, donc tu vas faire un métier respectable, sans qu'ils sachent ce qui va aller avec nous. Hein. Un métier respectable, c'est soit docteur, directeur, avocat, enfin il y avait que enfin bref, des bizarreries, quoi. Sans prendre en compte le gamin qui était là à attendre une approbation de ses parents, quoi. C'est les parents qui décidaient à l'époque. Là maintenant, c'est fini, heureusement. Mais bon, ça ne m'a pas empêché d'être qui je suis. Voilà. Parce que je suis hyper têtu, quoi. Quand j'ai quelque chose là, tu l'as pas ailleurs. Hein. Je l'ai pas ailleurs. Et on me l'enlève pas, quoi. Tant que j'y arrive pas, je suis comme le morpion sur, voilà, pareil. Tant que je suis pas gavé, j'y reste. Ah ouais, mais c'est quelque chose de terrible. Des fois, je me rends malade, quoi. Parce que j'arrive pas à faire ne serait-ce qu'une rythmique ou un break, je me rends malade. Voilà. Mais bon, ça arrive à tout le monde. Je sais que c'est difficile comme question, mais est-ce que tu peux te définir en 3 mots? En 3 mots. Contemporain, foncièrement culturel et ouvert à toutes les influences. J'ai pas un mot le troisième, mais c'est juste pour montrer qu'il n'y a pas de restriction, quoi. C'est le partage. J'ai joué du tambour
J'ai accompagné une cornemuse. Donc partage. Il faut que ce tambour, ces tambours, il faut qu'ils sortent de leur contexte. Il faut qu'ils aillent voir ailleurs, voir se frotter à d'autres styles musicaux pour voir si on réussit à s'adapter. Il y a que comme ça qu'on enrichit son jeu et son jeu. Parce que pour moi, le jeu, c'est le jeu. Voilà. C'est ce que je dis à mes enfants, enfin, aux enfants à qui je donne des cours dans les écoles et à mes, comment, je ne sais pas comment les définir, mes déficients, enfin, je ne sais pas comment les définir. Je veux pas dire les handicapés. Comment tu dis, toi? Bonne question. Ceux de Riem, de la JH, comment tu les définis, toi? Ben moi, actuellement, je travaille avec des travailleurs handicapés, c'est comme ça qu'on dit, mais je préfère les voir comme des humains qui pensent autrement. Voilà. Avec cette, voilà, je préfère. Avec cette partie de la population, d'ailleurs, les copains de la JH, on va se voir demain. Et donc, ils m'ont ouvert leur cœur, ils m'ont tout donné. Et j'ai amené ma culture dans leur tête, au bout de leurs doigts, au bout de leurs mains. Ils chantent les rythmiques. Et maintenant, on fait des spectacles dans la rue. C'est pas merveilleux, ça? Voilà. Alors que, avec personne, je dis à part Béatrice qui avait beaucoup confiance. Merci Béatrice d'Esque. Et elle savait qu'on allait arriver à quelque chose de bien. Voilà. Et on a insisté, on a bien fait d'insister pour arriver au résultat que nous avons maintenant. Voilà. Et je lâche pas l'affaire. Tu m'as dit que tu chantais aussi? Ouais. Tu chantes quoi comme type de chant, hein? C'est de tout ou t'as un truc spécifique? Alors, je n'ai pas appris à chanter, mais j'essaye de rester sur un chant roots qui s'adapte aux percussions, une forme musicale du belay, une forme musicale du gros-ka. Si tu écoutes mon album qui s'appelle Alexandre et Cassonade, si tu l'écoutes, tu entendras beaucoup d'influences de la Martinique, beaucoup d'influences de la Guadeloupe, des influences aussi de Cuba, de toute la Caraïbe, et surtout les influences des potes avec qui j'ai monté le groupe, c'est-à-dire un peu funk, un peu jazz, tantôt afrobeat, tantôt gnawa, avec le guembré, etc., etc. Donc c'est une force justement culturelle, ce melting pot. Mettre un guembré avec un tambour ou avec un violon, ça s'était pas fait. Voilà, personne ne l'avait encore fait avant que je le fasse. Voilà. Tu préfères les percussions ou d'autres types d'instruments à cordes ou avant ou J'admire les autres avec leurs instruments, mais je suis boulonné à ces fûts résonnants. Je suis boulonné à ces fûts résonnants parce que chacun de ces fûts a une âme. Chacun de ces fûts, quand on sait bien le manier, a une résonance qui peut t'amener à la transe ou t'amener à la décorporation, t'amener dans un univers parallèle. Ça m'est déjà arrivé une fois parce que je savais pas ce que c'était la transe. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre de se voir au-dessus et je me regardais jouer en fait. J'étais là et je me regardais jouer. C'est un truc de bizarre quoi. Et ça c'est cet instrument qui donne ces résultats-là quoi. t'as fait un voyage hors du corps? J'ai fait un voyage hors du corps, ouais. Et j'ai rien fait pour ça. J'ai pas fait, comme diraient les détracteurs, des prières, des machins, des ci et des là. C'était que de la rythmique et c'était à l'époque le mandala. C'était, salut Jeannot, si tu nous entends. Et c'était une soirée mémorable. Une ambiance, une chaleur, un truc de fou, quoi. C'était un truc de fou ce jour-là. C'était où? C'était au mandala, le taquin actuel, qui s'appelait le mandala à l'époque, avec son grand rideau rouge au fond.
Voilà. Et waouh, c'était épique, quoi. C'était, pouf. Ton groupe actuel, c'est Cassonade? Mon groupe actuel, c'est Cassonade, voilà. Pourquoi tu l'as appelé comme ça? Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que j'ai un son particulier quand je tape mes instruments. Et si on décortique le nom, c'est le son du K d'Alexandre Duventru. K, son, nad. Voilà. Le son du K d'Alexandre Duventru. K, son, nad. Voilà. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui veulent simplement apprendre de l'instrument de musique, la percussion, et en prendre plaisir? Alors, premièrement, quand on vient, c'est ce que je dis à tous mes élèves, quand vous venez apprendre à jouer d'un instrument, ne me demandez pas de vous apprendre d'abord à jouer de style musical. Le gros K est un style musical. Le belay est un style musical. La salsa ou tout ce qu'on veut, c'est un style musical. Par contre, apprendre à jouer de l'instrument qui nous permet de distiller les différents styles musicaux, c'est-à-dire le K, le tambour belay ou les congas et autres. Si on part au Brésil, ça s'arrête pas. Il faut d'abord, comment dirais-je, se faire les mains, passer par les différentes frappes, se faire toutes les panels de possibilités, tous les panels de possibilités de son et avoir les muscles faits pour pouvoir commencer à apprendre un style musical. Exemple. Si tu viens me demander de jouer, apprendre à jouer du belay, tu vas me dire qu'on va commencer par le grand belay, par le belay ci, par le bélia, etc. Non, non. On peut pas commencer par un rythme. Si t'as jamais tapé sur ton tambour, comment tu fais? Tes mains sont tellement souples que tu auras ça va chauffer, tu auras des ampoules, et tu vas me dire après, Alexandre, ouais, pourquoi ci, pourquoi là? Apprenons déjà à taper sur l'instrument, et ensuite, rentrons par la grande porte. C'est-à-dire, on décortique chaque rythme, parce que c'est ça ma technique, on décortique chaque rythme, et avant de taper, on apprend à les chanter. C'est-à-dire que je t'oblige à trouver des onomatopées qui correspondent au rythme qu'on va aborder. Voilà. Donc si tu sais chanter ton rythme, si tu le chantes convenablement, tu sauras le jouer. Par contre, si tu le chantes avec des petites différences, des notes fantômes ou des quarts de soupir qui n'ont rien à faire là ou qui sont mal placés, ben tu vas toujours le jouer mal. Parce que tu l'as mal incorporé, tu l'as mal entendu, tu l'as mal écouté. Et ce sera de ma faute parce que je t'ai mal accompagné. Et c'est ça la technique que j'ai mise en place, et pour moi, et pour mes élèves. Et surtout, on essaye de jouer un maximum avec les poignets. Poignets, 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 poignets. Sans mettre la force des bras. Poignets, poignets, poignets. C'est beaucoup plus joli et beaucoup plus souple comme son. Voilà. Qu'as-tu à donner comme conseil pour ceux qui veulent être professeurs de musique et qui veulent accompagner des élèves? Alors, un professeur de musique doit être à l'écoute de son élève. C'est-à-dire qu'il va arriver, son élève est déjà à l'école toute la journée, ses parents vont le mettre dans une école de musique, donc c'est déjà bien lourd à porter, ils seront obligés d'avoir du résultat pour que cette école dite, je sais pas trop quoi, ait un classement favorable, pour avoir un peu plus de clients après. Mais cependant, l'élève, si tu l'écoutes pas, tu le nourris pas, donc tu le dégoûtes. Si tu es prof honnête et que tu as envie d'accompagner un enfant, tu écoutes ce qu'il te demande. Et tu vas chercher des réponses. Parce qu'un enfant a le droit d'avoir une réponse. Si tu ne peux pas, il faut lui dire que je ne peux pas.
ça dépasse mes compétences. Par exemple, je ne sais pas, par exemple, il y a un truc qui tue les écoles de musique. Je l'ai constaté à travers mes enfants. Ils ont abandonné la musique à mon grand désespoir parce que ils avaient 1 heure et demie de solfège pour une demi-heure d'instrument. Donc, comment voulez-vous qu'un enfant qui vient s'amuser sur un instrument, on le prive de cet amusement et on le met assis sur un banc à écouter à regarder des signes sur un tableau et à expliquer, etc., etc. Du coup, tous les deux, ils ont abandonné. Et pourtant, ils commençaient à jouer convenablement. Mon fils prenait une guitare, 5 minutes après, il avait le morceau. Ma fille, pareil. Mais à un moment donné, j'ai entendu papa... on en a marre. Ça fait 6 mois qu'on est sur le même morceau. Elle veut pas qu'on avance. Par contre, elle nous loupe pas sur le solfège, quoi. On est toujours noté. J'en ai marre, j'arrête. C'est plus facile sur le solfège que sur le rythme. Mais c'est ça. Voilà. Parce que ce qui est dangereux, c'est que ces 10 professeurs-là, ils inculquent aux élèves tous les problèmes qu'ils ont eus dans leur apprentissage propre, parce qu'il y a souvent des choses qu'ils n'ont pas réglées et qu'ils n'ont pas comprises. Et le problème, c'est que tu fais quoi? Parce que tu as un niveau, tu as un pouvoir sur l'enfant qui te regarde, tu es prof. Mais l'enfant, quand il te pose une question, tant qu'il n'a pas la réponse qu'il attend, il te posera encore la même question. Et ça va devenir récurrent jusqu'à ce que ça t'énerve. Et ça va devenir récurrent. Et c'est là que je vois certaines personnes qui n'ont aucune base rythmique dans certaines écoles de musique, qui sont profs de batterie ou profs de percussion ou profs de basse. Et quand on les entend jouer, on se dit « Wow, mais c'est pas possible !» Comment il fait pour enseigner aux enfants? Laisse la place à quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas une critique, c'est une constatation. Et c'est comme ça qu'on forme des mauvais musiciens en France. On a monté le système éducatif culturel sur un système scolaire. Et les deux ne peuvent pas faire bon ménage. Les enfants sont à l'école toute la journée, ils peuvent pas encore aller dans une école de musique. Il faut qu'ils aillent dans un endroit où ils s'éclatent. Ils prennent un instrument, ils amènent un morceau, et le prof, il s'éclate avec le prof pour apprendre le morceau. Je dis ça, je commence à élever le ton, ça m'énerve. Désolé. Mais c'est terrible, quoi. Et quand on voit les résultats, moi je parle au niveau global, les résultats de tout ce qu'on a dans les radios crochets, mais c'est à mourir de rire, les Français qui viennent dans les radios crochets, là. C'est plat, ça n'a pas de rythmique, c'est toujours la même personne qui écrit, c'est grave, quoi, c'est gravissime. Ça n'a pas de swing, ça n'a pas d'allant, quoi. Voilà, quoi, c'est... Enfin, bref. Mais par rapport à mon expérience, je sais je sais par où je suis passé, je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vu, et je sais ce que je ne veux plus. Important. Pour quelle raison on peut te retrouver tes musiques, toi ou autre? Alors, mes musiques, elles sont sur YouTube. C'est quelle chaîne? La chaîne, la page Kasonad, Kasonad. D'accord. Après, j'ai un site. Tu cherches un manager, non? Je cherche un manager aussi, c'est vrai. Je cherche une boîte de prod, je cherche plein de trucs. Des gens qui savent faire ce boulot, parce que moi, je sais faire la musique, mais je ne sais pas vendre mon art, quoi. C'est soit tu peins, et tu laisses aux autres le soin de vendre les tableaux, de les exposer dans les galeries. Voilà. Moi, j'écris, mais malheureusement, je suis pas à Paris. Et si tu n'es pas à Paris, eh ben, tu perces pas. Et à Toulouse, il y a de moins en moins de salles pour s'exprimer, quoi. À cause de cette histoire de... Tu veux parler de quoi? Le bruit. Ah, ouais. Ouais. Parce que les gens n'entendent plus la musique, ils entendent du bruit. Donc, par rapport à ça, à partir d'une certaine heure,
eh ben, il faut arrêter. Par exemple, j'ai assisté plusieurs fois à Toulouse, des jeunes qui jouaient, mais c'était plaisant. Et la police municipale est venue leur faire arrêter. Pourquoi? Ils gênent personne, ils sont pas en train de mendier, ils sont pas en train d'agresser les gens. Ils s'amusent, ils donnent du plaisir aux passants. C'est comme si tu es dans le métro, et puis, bon, là, ça a changé. Pour avoir une carte, il faut être sélectionné par la RATP, etc. Mais voilà, quand je vais à Paris et que je passe sur un quai et j'entends une musique qui m'interpelle, ben je reste. J'écoute. Je me permets de m'évader, et puis après, le voyage passe mieux. Et moi, je comprends pas pourquoi, là, en ce moment, à Toulouse, il y a cet acharnement contre les jeunes qui veulent faire un peu de musique à l'extérieur, quoi. Pourtant, ça fait pas de bruit, c'est de la musique. Voilà, c'est... comment ça s'appelle, le truc sonore, là? Et le terme ne me vient pas, hein. Ça parle de quoi? Ben, c'est le bruit, c'est le machin sonore, là, je sais pas. Pollution sonore. Pollution sonore, voilà. Donc, voilà. Il y a la pollution diurne, et même à la Martinique, maintenant, la dernière fois que je suis parti en vacances, je commençais à jouer avec mes potes du Lorrain sous un kiosque. Il était, quoi, 19 heures. La gendarmerie est arrivée, nous demandant d'arrêter, sinon ils allaient prendre nos instruments, les confisquer, et etc. Avec plus une amende, etc., etc. Voilà, quoi. On ne peut plus le culturellement correct. On ne sait plus où il commence ou où il se termine. Donc il y a de plus en plus de gens qui comme moi, ben, se retrouvent dans des lieux merveilleux comme ça, avec une batterie, avec plein de percussions, et on travaille comme des fous, quoi. Heureusement qu'il y a ça. Heureusement. Sinon, on deviendrait fou, quoi. On deviendrait fou parce que la musique, c'est une énergie qui ne s'arrête jamais. Moi, quand je finis un concert à minuit, je ne m'endors pas avant 4-5 heures du matin parce que tout se repasse, tout le concert repasse dans ma tête, dans mon dos. Je suis dans une euphorie totale. C'est un truc de malade, quoi. Voilà, il me faut un certain temps pour redescendre parce que il faut donner de sa personne. Il faut donner de sa personne, sinon on ne fait pas ce métier. Si tu donnes pas de ta personne, tu vas juste venir étaler ce que tu as appris. Si tu l'as bien appris, ça va être bon. Si tu l'as mal appris, ça s'entendra. Voilà. Pour finir, est-ce que tu as un message personnel à faire passer, je sais pas, sur la société, sur la musique? Ben, moi, mon message, c'est de demander à tous ces gens qui défendent une culture forte, ben, d'apprendre à recevoir et à inviter d'autres personnes d'ailleurs dans leur milieu culturel. Si c'est un milieu de percussion, genre groupe de carnaval, qu'il soit blanc, chinois, africain, quelle que soit son origine, on doit l'accueillir. On doit lui ouvrir les portes vachement grandes. Par contre, on doit aussi s'occuper de lui, ne pas le laisser sur le côté, et lui montrer ce qu'il est venu chercher. Parce que c'est ça qu'on appelle le partage. Et il n'y a que comme ça que la culture ne meurt pas. Quand je vois le travail qu'ils font à Paris, je suis fier. Je suis fier. Mamou Orsini avec Ampache Bellet, tout ça, tous ces gens qui s'occupent du Bellet, je suis fier. Tous ces gens qui s'occupent du Gros Cas, Chantal Loyal, je suis fier. Je vois ça, mais je suis heureux. Il y a ma cousine Quincy, qui fait un travail fabuleux au niveau digital, etc., etc. Je suis heureux. Je suis heureux. Puis j'espère qu'un jour, j'irai moi aussi à Paris faire quelques croisements avec eux. J'espère, parce que j'y suis déjà allé quelques fois, mais j'espère un peu plus souvent. Voilà. Mais bon,
La culture est en marche, la culture avance et le jour où les décideurs auront compris que la culture c'est quand même le poumon de la société, peut-être qu'ils lâcheront un peu les brides. Ou peut-être pas. Parce que justement, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on soit bien, culturellement parlant. Merci beaucoup Alexandre Duventru. Avec plaisir. Est-ce que tu as une phrase à martiniquer pour finir? Il y a une phrase qui est très importante pour moi et pour mes élèves, parce que je l'ai écrite, elle m'appartient. Je dis ce que je fais ce que je dis, donc je suis ce que je fais. Ça regroupe tout. Voilà. Si tu veux apprendre cet instrument ou un autre instrument, voilà. Merci. Avec plaisir. En créole, ce qui donne? Alors, en créole, ça donne Mankadi sans café, Mankafé sans gadi, et Mansé sans Mankafé. Je suis ce que je fais. Mansé sans Mankafé. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je ne peux pas arrêter cette interview sans remercier deux personnes qui m'ont permis d'inventer un système pour enseigner aux résidents des maisons de vie. Donc, elles m'ont fait confiance à une période où je suis venu à la Martinique, elles m'ont demandé de faire un stage dans leur établissement avec les enfants et les personnes âgées dont ils avaient la garde et le soin de... Et donc, je remercie ma sœur, Marie-Gaby Duventru, et surtout la directrice de l'époque, Madame Bonheur. Merci beaucoup à toutes les deux parce que vous avez vraiment contribué à quelque chose de très, 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 très fort sur la technique que j'utilise maintenant pour enseigner aux personnes à mobilité réduite et aux personnes déficients. Voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup du fond du cœur. Ça fait faillot, mais merci quand même.